Apprendre à être heureux. L'idée peut vous paraître farfelue. Et pourtant, aujourd'hui, la science a peut-être les moyens de tous nous aider à trouver le bonheur. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ils sont 6 volontaires à se lancer dans une aventure inédite. Tester un entraînement au bonheur et trouver les clés pour devenir heureux. Ça, j'adore. Enfin, si c'est pour me faire courir et tout ça, j'ai pas mis de short là. Hein. Ils vivent tous à Nantes, en tête des palmarès des villes où il fait le mieux vivre en France. Et pourtant, ils se sentent clairement au creux de la vague, ou très malheureux. J'ai perdu à peu près tout. Certains vivent mal leur vie de famille ou leur situation professionnelle. Pour la société, j'ai pas l'impression d'être très important. Ils se sentent seuls, subissent la crise et la morosité ambiante. J'aime pas ma vie. Ce que j'aimerais le plus, c'est de me dire que je peux être quelqu'un qui peut être aimé, quoi. Alors aujourd'hui, ils ont décidé de dire stop à cette spirale infernale et de partir en quête du bonheur. Tout au long d'un protocole scientifique inédit, les volontaires vont être encadrés par 3 professionnels. Jordi Quadbach, docteur en psychologie et chercheur à la prestigieuse université d'Harvard. Sa spécialité, le bonheur et les mystères du cerveau humain. Laurence Bibas, l'une des pionnières en France d'une discipline étonnante, la mindfulness. En français, la pleine conscience ou l'art d'apprendre à vaincre le stress. Et enfin, Karim Gosso, un maître en arts martiaux spécialiste des émotions positives et de l'hygiène de vie. Son credo, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. C'est pas grave. Chante. Oui, je sais. Marche. 8 semaines d'épreuves collectives et d'exercices de coaching individuel attendent nos volontaires. 8 semaines de larmes, de rires, pour échapper à la déprime, apprendre à voir le verre à moitié plein là où ils le voient à moitié vide. Je suis bon à rien et feignant. 8 semaines pour retrouver l'envie d'avancer, de concrétiser leurs rêves, de redonner vie à leurs désirs. Je suis grande! Et qui sait, pouvoir enfin dire « Je suis heureux ». Le bonheur, si c'est pas ça, ça y ressemble très fort. Les 6 volontaires seront rejoints par Stéphane Plaza. Et on n'est que tous les deux pour jouer avec nos corps. J'aime bien. L'agent immobilier le plus célèbre de France a voulu lui aussi suivre ce protocole. Ah bah oui, alors là, je suis prêt là. Et tester à sa manière la science du bonheur pour en percer tous les mystères. Je suis susceptible boudeur et je peux bouder pendant des heures, voire des jours. Aujourd'hui, Gare Montparnasse à Paris, c'est le début de l'aventure pour Stéphane Plaza, un homme d'un naturel plutôt joyeux. Direction Nantes pour rencontrer Jordi Quadbach, Laurence Bibas et Karim Gosso, nos 3 spécialistes du bonheur. Je vais me donner à fond. J'espère que c'est pas des expériences trop physiques quand même. Enfin bon, on va voir. Je suis motivé. J'y vais vraiment de bonne humeur, un peu sceptique, mais pour essayer d'apprendre les choses sans pression, sans rien, volontaire pour tout essayer. 2 heures plus tard, Stéphane Plaza pose le pied sur le sol nantais. Il va retrouver nos 3 coachs au Jardin des Plantes. Hello! Bonjour! Alors, je suis content de vous voir, hein. Même si je suis un peu, je vais vous le dire tout de suite, un peu sceptique. Parce que pour moi, le bonheur, quand même, on l'a ou on l'a pas. C'est pas on l'a ou on l'a pas, c'est ça se travaille. Et ça se travaille tous les jours. Ton cerveau peut se transformer pour être plus positif. D'accord. Au cas où tu ne l'avais pas remarqué, moi je suis chercheur. Ah, t'es chercheur? Voilà. Alors, Jordi, c'est le chercheur. Et Laurence, alors? Donc, moi, je suis pas chercheur, mais ce que je peux te dire, c'est que quand on vit plus au présent, on apprend à être plus souple et plus présent dans notre vie. Et ça contribue aussi au bonheur. Ah ben moi, je ne vis qu'au présent, pratiquement. Donc, je dois être heureux, alors. Formidable. Hein? On va être potes. On va être... Ah bah... Et alors, il me semblait que tu avais plutôt fait des arts martiaux, toi. Oui, je suis maître en arts martiaux. Ah. Pour être heureux, c'est très important de mettre en mouvement son corps. D'où ça sort, cette science du bonheur? Parce qu'il faut vite me la donner pour qu'on la donne à tout le monde. Ben, cette science du bonheur, elle est toute nouvelle en France, en fait. Ah. Par contre, elle a commencé il y a une 15aine d'années aux États-Unis. On a, nous les chercheurs, observé des gens très heureux. Quand et même. on a essayé de voir ce qu'ils faisaient au quotidien. Rien. Quels étaient leurs secrets. Mais ils faisaient rien, c'est pour ça qu'ils sont heureux, ils ne font rien. Ben non, justement, il faut beaucoup de Ah bon? choses. Et donc, on a créé des exercices qui pouvaient permettre à tout le monde de faire comme les gens très heureux et par là même d'augmenter leur bonheur.
Et c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Et grâce à la psychologie positive, figurez-vous que l'on peut même mesurer le bonheur. Pour cela, Jordi a mis au point un test scientifiquement validé qui comporte 40 questions. Quand j'ai passé un bon moment, j'ai fait durer mon plaisir au maximum. Ben là, oui. J'ai l'impression que ma vie correspond de près à mes idéaux. En analysant les réponses, Jordi peut calculer l'indice de bonheur de chaque volontaire sur une échelle de 0 à 100. Pour suivre leur évolution tout au long de l'aventure, notre chercheur leur demandera de le remplir régulièrement. Toi, t'es vraiment là pour me remonter le moral. Ah oui, là, tu vas voir, c'est pas fini. Stéphane, qui a rempli son questionnaire il y a quelques jours, va découvrir son premier résultat. Si je sors le 100%, c'est au revoir, messieurs, dames, vous servez à rien. Si tu sors le 100%, je te ramène avec moi à Harvard, je te mets dans un scanner et je t'étudie. Il te dissèque. Je te dissecte. Un peu de pression. Ah. Non, je savais que j'étais heureux. Ah oui. Ah, quand même. Tu pars déjà d'un niveau de bonheur qui est élevé, mais c'est pas grave parce que la psychologie positive, c'est pas guérir ce qui va mal, c'est comment est-ce que je peux aller encore mieux. Donc faisons péter les scores. Faisons péter les scores, ça j'aime bien. Et pour faire péter les scores, comme le dit Stéphane Plaza, Karim, Laurence et Jordi lui feront suivre les mêmes exercices que les autres volontaires, mais en parallèle, afin de ne pas perturber leur travail. C'est seulement à la fin de l'expérience que tous se rencontreront. Il est temps pour Laurence, Jordi et Karim de rencontrer les 6 autres volontaires de l'aventure. Tout le monde se retrouve sur la terrasse du quartier général et du bureau des coachs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Les volontaires, comme Stéphane Plaza, ont rempli le test créé par Jordi qui va maintenant leur annoncer leur niveau de bonheur au premier jour du protocole. Vous avez tous décidé d'être plus heureux et avec Laurence et Karim, pendant 8 semaines, on va vous accompagner dans cette quête. La science montre qu'en 2 mois, on peut vraiment transformer son cerveau et augmenter durablement son niveau de bonheur. Je vais vous remettre vos scores de bonheur. Il faut savoir que la moyenne en France, elle est de 65. C'est évidemment l'objectif qu'on va essayer d'atteindre ensemble. C'est Sandro, 39 ans, un père de famille au chômage, triste et éteint, qui le premier va découvrir son niveau de bonheur. Ça fait 15 mois que je suis sans emploi. Petit à petit, je suis descendu niveau moral. Je fais vivre l'enfer à ma femme, à mes enfants, et ça me rend très très malheureux. 44. Avec ce score, Sandro est loin de la moyenne des Français. Sandrine. C'est maintenant au tour de Sandrine, 40 ans, une maman insatisfaite. Moi, ce qui me rend malheureuse, c'est d'être toujours dans le paraître. J'aimerais pouvoir me poser, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et surtout qu'on arrête de me faire chier. 59. Catherine, vous voulez bien ouvrir votre enveloppe? C'est à Catherine, 52 ans, une quinquagénaire célibataire et perdue, de révéler son score. Ce qui me rend malheureuse aujourd'hui, c'est de ne pas avoir confiance en moi et d'avoir une vie sentimentale qui ne correspond pas forcément à ce que je souhaiterais. 46. 46, c'est-à-dire 19 points sous la moyenne des Français. Benjamin. C'est à Benjamin, 31 ans, un célibataire déprimé, de décacheter son enveloppe. Ce qui me rend malheureux, c'est le manque de confiance en moi, ma solitude sentimentale et le fait de ne pas me sentir à ma place. 22. Avec ce score de 22, Benjamin se trouve dans les 3% des Français les plus malheureux, à la limite de la dépression. Flavie. Flavie, 23 ans, qui a si peu confiance en elle, va maintenant découvrir son résultat. Je me trouve inférieure aux autres, je me trouve pas beaucoup de qualité. Et mon physique, c'est quelque chose que je supporte pas, quoi. Je me trouve pas belle. 32. Comme Benjamin, Flavie se trouve parmi les Français les plus malheureux. Enfin, Pierre, si vous voulez bien ouvrir votre enveloppe. Pierre, 42 ans, un gentleman qui a tout perdu, va découvrir son niveau de bonheur. Il y a 5 ans, j'avais tout. Une bonne situation, heureux en couple, financièrement, c'était confortable, voilà. Et comme j'ai perdu à peu près tout, aujourd'hui, ça m'empêche d'être heureux, quoi. 53. 53, 59, 44, 46, 32, 22, nos 6 volontaires ont tous un quotient de bonheur inférieur, voire très inférieur, à 65 sur 100, la moyenne des Français.
J'étais assez surpris que ce soit les deux volontaires les plus jeunes, Benjamin et Flavie, qui aient les scores les plus bas. Parce qu'on sait, quand on regarde le bonheur au cours de la vie, que généralement, on est le plus malheureux entre 35 et 45 ans. Et donc, c'est ce fameux coup de mou qu'on a en milieu de vie, qu'on l'appelle la crise de la quarantaine ou autre. Et donc, ça me surprenait un petit peu que ce soit les deux plus jeunes qui soient les plus malheureux. C'est pas une compétition. L'idée, c'est plutôt que c'est votre ligne de base, votre point de départ dans l'aventure. Et c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble pour augmenter ce score. En plus du test du bonheur, notre chercheur a demandé aux volontaires de se soumettre à des mesures biologiques. Jordi sait qu'il peut ainsi répondre aux plus sceptiques, en prouvant que la science du bonheur a un impact sur notre santé. D'accord, bon bah écoute. C'est pas beau la science? Notre chercheur ne s'est pas arrêté là. Il a donné à chaque volontaire un smartphone équipé d'une application qu'il a spécialement mise au point dans son laboratoire de Harvard. C'est une application qui va suivre votre bonheur au quotidien. En récoltant des données tout au long des 8 semaines, Jordi pourra déterminer quand et comment les volontaires sont les plus heureux. Et même la nuit, Jordi les espionnera à distance. J'ai un capteur sur le front pour voir si je dors bien. Rien au cours de ces 8 semaines sur la route du bonheur ne sera laissé au hasard. Au deuxième jour de l'aventure, Jordi retrouve les volontaires dans une galerie commerçante de Nantes pour une première expérience de psychologie positive. Tout au long du protocole, ils se prêteront à des exercices autour de grandes valeurs comme la solidarité, la générosité, le pardon ou l'entraide, des valeurs indispensables au bonheur. La générosité, les recherches montrent que ça va permettre de créer du bonheur, ça va permettre de créer du lien. Maintenant, pour les gens qui sont un peu renfermés, c'est pas toujours évident de donner, et je me demande comment nos volontaires vont s'en sortir. À 31 ans, Jordi Quadbach est docteur en psychologie positive à la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis et consacre sa vie à l'étude du bonheur. Personnage atypique, ce chercheur belge n'a qu'un objectif, nous aider à trouver les chemins pour être heureux. Plusieurs études scientifiques montrent que donner régulièrement de l'argent, même de petites sommes, est essentiel pour le bonheur. C'est ce que Jordi veut démontrer à nos volontaires. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonne nouvelle, je vais vous donner de l'argent pour aller faire des courses. 20 € chacun. On va pas aller loin. Je vais vous demander de dépenser cet argent pour un inconnu. Être généreux serait donc l'une des clés du bonheur? Ça me fait hyper plaisir. J'ai juste une inquiétude par rapport à la façon dont les personnes vont percevoir ça. Parce que c'est pas naturel, donc ils vont se dire mais c'est quoi cette histoire? Ça fait toujours plaisir de faire plaisir. J'ai hâte. La plupart des volontaires est enthousiaste. Il y en a pourtant un qui ne voit pas du tout les choses du même œil. C'est Benjamin. Ouais. Je sais pas. Ça me stresse un petit peu quoi, de faire quelque chose à un inconnu, quoi. Là, je me dis, ça va pas le faire. Aller vers les gens, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Ma première impression de Benjamin, c'était en retrait par rapport au reste du groupe. Très, très renfermé, même physiquement, très petit. Et donc tout de suite, je me suis dit que c'était quelque chose sur lequel on allait pouvoir travailler ensemble. Cette affirmation de soi et puis qui prenne un peu de place. À 31 ans, vu de l'extérieur, Benjamin a tout pour être heureux. Ingénieur pour une compagnie d'assurance, il a un bon salaire, habite dans ce studio de 20 mètres carrés, mais dès que l'on en franchit le seuil, on comprend mieux ce qui le déprime. Contrairement aux jeunes de son âge, il sort rarement, il a peu d'amis, il est extrêmement timide et vit avec la douloureuse sensation d'être isolé. Tous les soirs de la semaine, je suis chez moi. Soit je joue au poker sur Internet, soit je regarde la télé. C'est tout, voilà. Je me sens seul. J'ai l'impression d'être un petit peu dans ma bulle, l'impression que, en fait, d'être incompris. Benjamin a beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Il souffre d'anxiété sociale. Côté cœur, pour lui, c'est compliqué. Célibataire depuis 5 ans, le jeune homme ne se remet pas d'une relation sentimentale qui s'est mal terminée. Et il est tellement timide qu'il n'arrive pas à parler aux femmes. Le plus grand de mes démons, c'est sûrement le manque de confiance en moi. J'ai beaucoup de mal à aborder des filles. Je me dis que je vais tout de suite me prendre une veste et
que je vais pas réussir à discuter avec ces personnes-là, à les intéresser. Et donc voilà, j'ai du mal à aborder les filles. Sans petit ami, la vie de ce grand timide est loin d'être joyeuse. J'aime pas ma vie. Voilà, il y a des manques, il y a un déséquilibre dans cette vie. Donc quand on n'aime pas sa vie, quand on s'aime pas soi-même, voilà, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir être heureux au quotidien et de se dire, d'avoir une joie de vivre et de se dire que tout va bien, quoi, en fait. Retour au centre commercial de Nantes, où Jordi Quadback a demandé à chacun de nos volontaires de réaliser un acte de générosité. Car offrir contribuerait au bonheur. Notre chercheur d'Harvard a donné à chacun 20 € pour faire un cadeau à un inconnu. Tous se lancent donc avec plus ou moins d'aisance. Benjamin, notre grand timide, ne peut pas débuter l'expérience sans être suivi par Jordi. Je me suis rendu compte que Benjamin avait beaucoup de difficultés à aller vers les autres, et c'est pour ça que j'ai décidé de l'accompagner pour le soutenir. Après de longues minutes d'hésitation et d'errance dans les couloirs de la galerie, Jordi propose à Benjamin de se jeter à l'eau en abordant quelqu'un pour lui offrir un simple café. Il y a plein de monde et tout. Voilà, il y a une personne toute seule là qui lit son journal. Ouais, je sais pas trop quoi, c'est... Ah, je me sens pas du tout à l'aise pour faire ça, quoi, franchement. Finalement, Benjamin se risque et s'adresse à cet inconnu au blouson gris qui est en train de payer à la caisse. Je peux vous... Excusez-moi, je peux vous les offrir, s'il vous plaît, vos cafés? Non, merci. Non, vous voulez pas? Bah, c'était pour faire un acte de générosité. Merci, c'est gentil. Bah, c'était pas de la mendicité ni rien, c'était juste pour... C'est gentil, je ne ouais, pas, mais okay. c'est pas... Merci. C'est vrai. Ah ouais, mais t'as fait le pas, ouais, j'ai fait le pas, mais... Ouais, c'est assez hallucinant, quelqu'un peut refuser ça, quoi. C'est incompréhensible, en fait, quoi. Pour les autres volontaires, l'exercice est plus facile. Pierre, notre gentleman qui a tout perdu avec la crise financière, distribue des roses à toutes les femmes qu'il croise. Bonne journée. Merci. Attention au piquant. Hein. Bonne journée. Un joli jeune homme et charmant. Rajoutez pas. Ah non, je le prends. Bon, je ne le dirai pas. Merci. Au revoir. Au revoir, mesdames. Bonjour les enfants, est-ce que vous voulez un petit bonbon, un petit gâteau? Ah, je savais bien. Sandro, le papa triste au chômage depuis 15 mois, a adopté une stratégie similaire. Il a décidé d'offrir des chocolats à tous les passants. Merci. Je vous en prie. Voilà. C'est super, hein? Merci bien. Allez-y, vous allez voir. Ça le rend euphorique. Je me suis fait plaisir énormément à faire plaisir aux autres. C'est juste génial. À tel point qu'il ne prête même pas attention aux échecs qui les suivent. Il vous plaît pas? Ah, désolé. Non? Sandrine, quant à elle, en parfaite mère de famille, a choisi d'offrir des jouets à des enfants. Le rôle de la maman généreuse, elle connaît et elle adore. Hello les enfants, en fait j'ai récupéré des jouets, est-ce que ça vous intéresserait? Oui. Voilà, vous direz que c'est pour cet été pour jouer, puis ça fait des bruits absolument horribles, mais c'est super rigolo. Voilà, j'ai droit à un bisou? Merci. Bonne journée les enfants, et puis profitez-en, amusez-vous bien. Ah, moi je suis super contente, j'ai adoré ça. Ça fait vraiment plaisir de donner des jouets à des enfants. Flavie, la benjamine du groupe qui n'a pas du tout confiance en elle, joue avec sa fibre maternelle et offre des livres de coloriage à une petite fille. Je te fais un petit bisou? Je me dis, voilà, j'ai donné, j'espère en tout cas le sourire pour une petite fille, à une petite fille pour la journée et je trouve ça cool, quoi. Vraiment, ça me fait plaisir de lui avoir fait plaisir. Du côté de Benjamin et Jordi, les choses commencent à se décanter. Le chercheur d'Harvard propose une nouvelle stratégie à notre timide, offrir des chocolats à plusieurs inconnus pour surmonter sa peur. Bonne journée, bon courage. Je te laisse aller, ça va juste là. Madame, excusez-moi, je peux vous offrir un petit chocolat? Bah bien sûr, toi aussi t'as le droit. Choisis. Voilà. Très rapidement, Benjamin semble y prendre goût. On va continuer, hein, tant qu'à faire. Excusez-moi monsieur, est-ce que ça vous dirait un petit chocolat? Pourquoi pas?
Oh, mon foie. Ah, je suis désolé, vous, monsieur, vous en voulez un? Si vous voulez. Bah, c'est si vous voulez surtout. Non, je ne vois pas. Allez-y, prenez-le. Je vais lui donner. Voilà, y a pas de problème. Voilà. Bonne journée, je vous en prie. Ça va? Ouais, ça va. comment? C'est plus facile comme ça. plus déjà, facile. mais- Comme le dit Jordi, la générosité est bonne pour le moral. L'adage vaut pour Benjamin, mais surtout pour Catherine, qui vient de croiser cette jeune femme à qui elle offre des produits de beauté. Je suis émue. Je suis émue. Ça m'émeut. Merci, c'est gentil. Cet exercice est super parce que ça veut dire qu'on a tous à apprendre, à réapprendre, à donner et à recevoir aussi. Je suis vraiment contente. Si je pouvais faire ça tous les jours. À 52 ans, Catherine est célibataire. Elle vit seule dans son appartement avec pour unique revenu le RSA. Depuis son enfance, elle n'a jamais été écoutée ou valorisée. Résultat, elle est perdue et se sent toujours minuscule. Je pense que j'ai gardé en moi cette sensation de petite fille. Quand je suis devant quelqu'un qui me semble grand, je me vois rapetissée en taille. Comme dans les dessins animés, là. Des moments, il y a des trucs comme ça, le personnage il devient tout petit. C'est un peu ce que je ressens. Catherine est malheureuse car elle voudrait tenter des choses dans sa vie. Mais trop souvent, elle ne franchit pas le cap et ses rêves s'envolent, laissant place au regret. Il y a une Catherine qui a envie. Vraiment. Et il y en a une autre qui n'ose pas. Et cela se ressent aussi dans sa vie privée. Éternelle célibataire, en amour, Catherine n'a toujours été que la seconde ou la maîtresse et n'a jamais vécu en couple. Le soir, son lit est toujours vide, à son grand désespoir. C'est un gros spleen, une grosse tristesse, un gros... Et c'est là, quoi. C'est vraiment là. C'est lourd. C'est un truc... À 52 ans, Catherine est une grande émotive qui aime donner. Il y a 3 ans, après avoir été licenciée, elle a décidé de se consacrer aux autres et de créer les petits déjeuners de Catherine, des tables rondes où elle met en relation des entrepreneurs de la région. Le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, c'est d'aider les autres à atteindre les leurs. Si ces petits déjeuners connaissent un franc succès, Catherine n'a pourtant aucune estime d'elle-même sur le plan professionnel. Dans mon travail, je ne me sens pas sûre de moi. Catherine a tellement peu confiance en elle qu'elle ne fait pas payer ses prestations. Elle est totalement bénévole. Son amie ne cesse de lui dire qu'elle ne se respecte pas. Tu gagnes pas ta vie. Ah bah non, je gagne pas ma vie, mais c'est un problème. Et je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là, mais je sais pas dire. Aime-toi. Son seul réconfort, finalement, Catherine le puise dans ses relations amicales. Je suis entourée d'amis, et même d'amis très proches. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. C'est hyper important. C'est presque ma famille, quoi. Si je les avais pas, je crois que ça irait pas bien. Retour au centre commercial où l'expérience de l'acte de générosité mené par Jordi touche à sa fin. Notre psychologue réunit les 6 volontaires pour recueillir leurs impressions. Moi, je rajouterais presque un autre trait en dessous. J'allais le dire. Faire un plus grand sourire encore. Oui. Moi c'est pareil, si on pouvait lui faire la plus grande banane, ça serait encore mieux. Mais moi aussi, très content d'avoir fait plaisir aux gens. Pareil, tout pareil, j'ai trouvé ça génial. Seul Benjamin demeure réservé. Moi, c'est un peu mieux que tout à l'heure, mais bon, ça m'a toujours un peu chamboulé quand même, cette expérience. C'est toujours sympa d'offrir des choses aux gens, quoi. Après, voilà, c'est... Puis de se dépasser aussi. Oui, c'est surtout ça aussi, quoi. Mais bon, voilà, il y a toujours quand même une retenue, quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile. Ça se travaille, hein, on va travailler ça aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas encore la grande banane. Mais voilà. Moi,
Jordi demande aux 6 volontaires de réaliser au moins un acte de générosité dans la semaine à venir. Et on le sait, être généreux sans rien attendre en retour rend plus heureux. En faisant du bien aux autres, on se fait du bien à soi. Jordi veut maintenant faire le point avec ses confrères, Laurence, la spécialiste de la pleine conscience, et Karim, le coach, maître en arts martiaux. Benjamin, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment un problème pour aller vers les autres. Il y a un gros souci d'anxiété sociale chez lui. Je pense que de cette incapacité à aller vers les autres, il est de plus en plus isolé, Benjamin. Et donc, une source de souffrance chez lui, c'est cet isolement. Il a certainement besoin d'élargir son cercle d'amis, peut-être rencontrer une fille aussi à un moment donné. Pour aller vers les autres, il faut qu'il ait quelque chose à amener vers les autres. Donc, je pense qu'il doit se dévaloriser en permanence et être convaincu que de toute façon, il n'a rien à apporter aux autres. Donc il faut aller regarder ça. Eh bien, je vais aller chez lui. Les coachs ont besoin de parfaitement mesurer les problèmes des volontaires pour adapter leur protocole. Il y a urgence pour Benjamin, le plus malheureux du groupe. Sa solitude pourrait expliquer cet état de forte anxiété sociale qui le mine au quotidien. Bonjour Benjamin. Salut Karim. Hein? Toi? Ouais. Je rentre. Merci. C'est un peu petit, mais bon. Il paraît que c'est pas la taille qui compte. Effectivement. Dans la place de la poubelle, chez toi, c'est sur la table. Oui, sur la table ou par terre, ça change pas grand-chose. Benjamin, comment ça s'en change pas grand-chose? La table, c'est l'endroit où tu manges. Karim, il rentre un peu directif, quoi. Voilà, un petit peu... voilà, c'est... pas... Voilà, il est pas très empathique, je pense, comme personne. Reprenons. Imaginons, et c'est ce qui arrive là. Moi, je suis jamais venu chez toi. Et je peux être aussi une fille, d'accord, à laquelle tu voudrais plaire. Je viens chez toi. Est-ce que tu ne serais pas un peu gêné? Si, peut-être un peu. Ouais. Un peu? Voilà, ça fait longtemps que j'habite tout seul. Ouais, je suis à mes aises aussi, quoi. Si tu veux rester tout ton temps tout seul, tu prends une grotte, tu te mets dedans, et là, tu peux faire mettre tout le bordel que tu veux. Mais maintenant, tout ça doit changer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'était pas hyper mal rangé, hein, franchement. Voilà, il y a pire. Maintenant, c'était pas hyper bien rangé non plus, méga bien carré, quoi. Mais franchement, voilà, il y avait rien de déshonorant, quoi. Tu ne peux pas me dire, moi, c'est ça qui est flagrant. Cette poubelle sur la table, tu ne peux pas me dire que ça ne te gêne pas. Ça te gêne. Ouais, là, je commençais un petit peu à bouillonner. J'ai pas spécialement envie de parler de ça, donc voilà, quoi, ça sert à rien de continuer la discussion. Je suis chez toi. Non, mais ça sert à rien de continuer la discussion, c'est pour me parler de ça, quoi. Je le dis direct. Tu ne veux pas changer? C'est pas une question je veux pas changer, quoi. Là, viens, enfin voilà, je suis pas venu là pour que tu me fasses ta morale là-dessus, quoi. Je suis là pour toi. Et si tu veux que ça change, il faut que tu y mettes du tien. Il faut que tu y mettes du tien. Dis-toi que ça t'aide d'avoir un regard extérieur qui te dit il y a telle chose qui est comme ça que tu ne perçois pas parce que tu n'as pas suffisamment de recul par rapport à ça. Et je te dis, avant de penser aller vers l'autre, tu ne réalises pas que même ces petites choses t'empêchent d'aller vers les gens. Donc dans le deal avec moi, c'est que je voudrais que tu t'y mettes. Tu vas devenir une véritable fédulogie. Là, c'est... Prends soin de toi. Prends soin de toi. On est d'accord? On peut essayer. Hein. Visiblement, Benjamin est ébranlé par cette visite. Il ne s'attendait pas à se faire secouer ainsi. Malgré les réticences qu'il avait au début de notre échange, j'ai senti énormément de volonté de sa part de changer et de faire tout ce qui est en son possible pour améliorer la situation dans laquelle il était. Effectivement, après avoir digéré les paroles de Karim, notre volontaire commence par faire la vaisselle, comme un premier petit pas vers le changement. Changer ses habitudes, ça va être un travail sur moi-même et il va falloir que je me pousse tous les jours à le faire. Ces habitudes qui sont ancrées, c'est pas toujours évident. Dès le lendemain, les volontaires vont mieux faire connaissance avec Laurence Bibas, notre coach spécialiste de la pleine conscience. Cette discipline nouvelle en France a pour objectif d'apprendre à vivre pleinement l'instant présent afin de réduire le stress. À 49 ans,
Laurence en est l'une des pionnières et elle intervient entre autres dans les entreprises pour apprendre aux salariés à mieux vivre au travail. C'est avec Stéphane Plaza qu'elle entame la dégustation d'un grain de raisin sec, un exercice classique dans le protocole de pleine conscience. Ça te va? Oui. Ok. Mais en quoi ce geste que nous faisons machinalement, sans réfléchir, peut-il être source de bonheur? Ferme tes yeux pour l'instant. Donc je vais te proposer de tendre ta main. Je dépose 2 objets non identifiés, 2 objets inconnus dans la paume de ta main. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Et en fait, je vais te proposer de choisir un de ces 2 objets. C'est les mêmes, hein? Et non, s'il y en a 2, ils sont forcément différents. Qu'est-ce que c'est que ces préjugés de dire que c'est les mêmes? Tu vas leur faire de la peine. Qu'est-ce que c'est que ces grimaces? Je déteste les raisins comme ça. Mais c'est pas des raisins, c'est des objets inconnus. Il faut que j'oublie que c'est un raisin. Voilà. Stéphane, comme beaucoup d'entre nous, croit trop souvent que prendre son temps veut dire perdre du temps. Alors que l'on peut trouver du plaisir en toute chose, même dans les plus rébarbatifs, comme faire la vaisselle, ou les plus simples, comme manger ce grain de raisin, pour peu que l'on prenne le temps de les vivre pleinement. Mais voyons ce qu'il en est du côté des autres volontaires qui amorcent à leur tour l'exercice. Je vais vous proposer de regarder cet objet comme si vous le voyiez pour la première fois. Comment est-il? Fripé. Ok. Petit. Brun. Petit, brun, fripé. Translucide. Translucide, tu disais quoi, Benjamin? Ouais, non, je disais brun orangé Brun, aussi. brun orangé. Ok. Les extrémités? Rugueux d'un côté. C'est un peu flou pour moi, je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. Bon, je trouvais ça amusant, mais je voyais pas vraiment où ça allait nous mener. Alors, continuons avec le sens du toucher. Ah, mou. C'est un peu mou, c'est spongieux un peu. Spongieux, rugueux. Humide, enfin. Un peu humide. Voilà, ouais. Ouais. J'ai eu un mal fou à me concentrer avec le grain de raisin, de se dire, mince, je suis là en train d'analyser un grain de raisin. Ça aurait été quelque chose de plus volumineux, peut-être qu'on aurait eu l'air moins bête. Quelque chose qui ressemble un peu moins à une crotte de nez. Est-ce qu'il y a une odeur? Du tout. Si. Moi, je l'ai pas. Légère odeur. Légère odeur. Ça sent le fruit sec. Vous êtes prêts pour continuer dans le bizarre? On va l'écouter. Il a peut-être un truc à nous dire. Pourquoi tu rigoles? Il est silencieux. Et parfois, on entend un petit roulis, comme un tout petit craquement. Tu l'entends pas? Si. Voilà. Ok, on essaie avec l'autre oreille, on sait jamais. Hein. Tu penses que j'ai une oreille que je suis un peu sourd? Je sais pas. Je sais bien que ça rend sourd, mais quand même. C'est pas tous les jours. Il craque moins ici. Tu vois? On peut essayer les 2. Oui, oui. Sinon, on aurait tendance à faire des généralisations, tu vois. Oui, et c'est ça. Il dégage S'il l'oreille. crie, attention. Et en le faisant rouler, Il est vivant. ça crépite. Ça croustille un peu. Bah oui. Écoutez, un raisin. Franchement, dès qu'elle nous l'a demandé, j'ai, comment dirais-je, eu l'impression de lui faire plaisir, juste de lui faire plaisir. Le grain de raisin me parle. C'était comment ne pas faire l'idiot avec ça à la main, quoi. À ma grande surprise, un grain de raisin fait du bruit. Je soupçonnais pas qu'il y avait autant de choses à entendre d'un grain de raisin. Alors, on va continuer avec un autre sens du toucher qui est celui des lèvres. Montre-moi, peut-être. Je connais beaucoup qui aimeraient bien être à la place du raisin. Pour l'instant, on fait un exercice. Tu vois, quand t'es dans les associations d'idées. Mais pardon, mais Mais retiens tes pensées. Oui, si je pouvais me transformer en objet. On va commencer à le croquer doucement. Une fois. Qu'est-ce qui se passe? Une douceur agréable. Doux, agréable. Je le balade dans ma bouche, je le suce. Et tu peux décrire? Sans association d'idées, évidemment. Hein. Aucune. Mais enfin, il devient plus mou, il est plus mou. La dégustation est terminée. Nos volontaires ont pris plus de 15 minutes pour décortiquer les sensations que leur procure ce grain de raisin qu'ils auraient d'habitude avaler en 2 secondes. Mais alors, qu'a voulu leur montrer notre coach? C'est pas un exercice pour se prouver quelque chose. C'est pour petit à petit réapprendre à ressentir. Être en mode robot ou en mode pilote automatique, ça vous fait penser à quoi? C'est des réflexes, quoi. Réflexe. Tout ce qu'on fait tous les jours, finalement. Ouais. C'est sécurisant, très certainement, pour nous. C'est plus confortable d'être dans un truc qui fonctionne tout seul plutôt que se remettre en question. Et à votre avis, en quoi la pleine conscience, ça peut nous aider à sortir de ce mode de pilote automatique? On a tendance à banaliser les choses qu'on fait, alors que peut-être que ça a une importance, en fait. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà, je me suis dit,
ça me parle dans la mesure où je me retrouve complètement dans les gens qui vivent pas le temps présent. Je suis plus dans le passé et l'avenir, donc je me suis dit tiens, voilà, ça c'est quelque chose qui va très certainement être intéressant et qui, je l'espère, va pouvoir m'aider à ne plus être dans ce déni du présent. Objectif atteint pour Laurence. Les volontaires ont compris que l'exercice du grain de raisin est un exemple qui vaut pour de nombreuses situations du quotidien, que l'on fasse ses courses, que l'on donne un biberon ou que l'on soit dans les transports. Vivre pleinement l'instant présent est une des clés du bonheur. Laurence veut partager cette expérience avec ses 2 collègues, Jordi et Karim. Quand on vit vraiment pleinement le moment présent, effectivement, on profite davantage des bonnes choses. Comme disait le célèbre maître Tortue, le passé est de l'histoire, le futur est un mystère et le présent est un cadeau. C'est ça, on vit l'instant présent. C'est joli. Oui, c'est maître Tortue, c'est maître Tortue. C'est ça la mindfulness. Ça. Parce que quand tu dis le futur est un mystère, eh bien, il faut que ça puisse rester un mystère. Ouais. Bien souvent, on se rend malheureux parce qu'on prévoit un futur qui n'est pas encore là et c'est jamais aussi bien que ce que j'aurais voulu. Et là, je crois qu'avec nos volontaires, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ça me fait penser à Pierre, qui est dans le souvenir de sa vie passée, où il avait plein de choses, beaucoup de succès, et puis qui espère retrouver ça dans le futur. Et en fait, le présent lui paraît fade. Alors que si il enlève ces points de comparaison-là, il se rend compte qu'un dîner avec des copains, c'est génial. Et c'est une occasion d'être vraiment heureux. Le protocole du bonheur arrive au terme de sa première semaine. Aujourd'hui à Nantes, c'est sport. Et pour cela, les volontaires vont faire plus ample connaissance avec Karim Gosso, un coach sportif vraiment pas comme les autres. Je me posais bien trop de questions. Open Gangnam Style. Enfant, les médecins lui décèlent un souffle au cœur et interdisent à Karim toute pratique sportive. Mais notre coach refuse cette fatalité et à 23 ans, après un titre de champion du monde de karaté, il devient maître en arts martiaux. Intéressant. La devise de Karim, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Pour ce coach, qui œuvre hors des sentiers battus, le bonheur est un trésor auquel nous avons tous le droit. C'est pour les enfants, ça. Ben oui. C'est donc à Karim que revient la lourde tâche de remettre tout le monde en mouvement, à commencer par Stéphane Plaza. La science nous dit que faire quotidiennement 6000 pas, c'est le minimum garanti pour se sentir bien dans son corps. Alors... Je veux que tu bouges. Oui, mais d'accord, mais enfin, j'ai pas bougé d'être à 4 pattes. Et pourtant si, Stéphane, il va bien falloir se mettre à 4 pattes pour faire de la gym made by Karim. Tiens, lapin. Allez, carotte. Notre coach déteste les séances d'abdos fessiers et de footing interminables. Il a mis au point cette gymnastique qui imite la démarche des animaux. Le lézard. On va jouer au lézard. Physiquement très complète, qui fait travailler le cœur, les muscles, l'équilibre et qui stimule même l'imagination. La panthère, tu vois. Hop. Maintenant, on va passer à l'ours. Mais en quoi faire le lapin, faire l'ours et l'araignée, où t'as plus de bras derrière, exactement, ça peut te permettre d'arriver et d'être heureux. Parce que l'une des premières conditions au bonheur, c'est le mouvement. Chose que les gens ne font plus. On reste derrière un bureau, on reste face à un ordinateur et on ne se met plus en mouvement. Tu sens tes bras? Oh, il sent mes bras. Mais après quelques minutes dans la savane, Stéphane sent surtout qu'il a besoin d'une petite pause. Le paresseux, tu connais? Nos 6 volontaires ne vont pas échapper aux griffes de maman ours et aux oreilles de papa lapin. Vous n'êtes pas spécialement inquiet? Quand même. Non. Si. Vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé? Ouais. Exactement. Avec sa gymnastique des animaux, Karim veut bien entendu observer leur état physique, mais il veut surtout les confronter au regard des autres, l'un des pires freins au bonheur. Je me posais beaucoup de questions, mais pas par rapport à ce que lui nous demandait de faire, mais plutôt par rapport à ce que les gens pouvaient penser de nous. On va avoir l'air ridicule. C'est l'un des points les plus importants de ce qu'on va faire aujourd'hui. L'une des choses qui nous pourrit la vie, c'est le regard des autres. On s'en fiche. Combien de fois d'ailleurs nous interdisons-nous de faire les choses juste par peur du jugement ou du quand dira-t-on? Allez, on va en balade. Là-haut sur la montagne, j'ai bâti ma maison.
Alors en plus de son véritable intérêt physique, cette gym des animaux prouve aussi que le ridicule ne tue pas. Oui, voilà. Très rapidement, l'exercice de notre coach semble porter ses fruits. La bonne humeur gagne le groupe. Non seulement les volontaires se mettent en mouvement, mais en plus, certains parviennent à faire abstraction de l'environnement. J'ai complètement zappé le fait qu'on était dans un gymnase, qu'il y avait plein de gens autour, et je me suis juste dit le but c'est de me faire plaisir et de rigoler. On va essayer de se mettre par deux. Lorsque Catherine, la grande émotive, qui ne se sent jamais à sa place, s'allie à Pierre dans un duo de lapins bondissants, les barrières tombent. Yes, ça c'est du lapin, oui. Avec Catherine, je pense qu'on était un beau couple de lapins parce qu'on avait vraiment joué le jeu et on avait une forme d'aisance, hein, j'ose le dire. Donc, à faire des jolis bonds. Sur le moment, je me suis bien amusé. Yes. Allez, amusez-vous. Je pensais à rien. Je ne suis pas vraiment un homme à être dans le lâcher-prise. Donc ça fait forcément du bien d'y arriver un petit peu. À 42 ans, Pierre a tout perdu avec la crise financière. Aujourd'hui, il est criblé de dettes et est obligé de travailler plus de 70 heures par semaine, le soir comme veilleur de nuit, la journée comme serveur, et pourtant, il a encore du mal à boucler ses fins de mois. Vous êtes tout seul? Oui. D'accord. Oh, je suis un peu... voilà, je suis un extra, hein, donc c'est à la fois en salle, ici, un petit peu de plonge, un peu de cuisine, enfin, selon ce qu'il y a besoin de faire finalement. 2 cafés. Il y a 5 ans, Pierre était chef de son propre cabinet de recrutement, une affaire prospère. À 42 ans, je ne me voyais pas effectivement dans cette situation-là. Quand, il y a quelques années, j'étais patron d'une boîte qui fonctionnait bien, avec une quinzaine de salariés, tout le monde était content, voilà, tout fonctionnait bien. Et puis, j'ai dû déposer le bilan. Alors évidemment, quand on a été puissant, plus dur est la chute. J'ai pas su me retrouver une identité professionnelle. Et tant que j'ai pas d'identité professionnelle, je peux pas prétendre à avoir une identité autre. J'ai l'impression d'être invisible. Si l'ancien businessman a l'impression d'être invisible, c'est aussi parce qu'il a tout perdu, y compris son cocon familial. Père de 2 enfants, il est aujourd'hui divorcé et sans le sou. C'est encore plus difficile à vivre. J'aime pas me voir comme ce mec qui avance pas, quoi. Qui sait pas ce qu'il veut, qui a un peu la loose, quoi. Et ça c'était pas moi, quoi. Retour dans la salle omnisport où les volontaires et Karim en ont fini avec la gymnastique des animaux. Mais notre coach a un second exercice à leur proposer. Voilà les fameuses pattes d'ours. Pour être certain qu'ils parviennent à faire abstraction du regard des autres, Karim veut terminer la séance en puissance. Il veut les entendre hurler, pousser un cri libérateur, sans honte, sans peur du jugement ni de l'environnement. Je t'entends pas, allez, fais-moi, fais-moi. Ça va? C'est bien. C'est ça, c'est comme ça. Ok? Maintenant, souffle fort. J'ai pas compris pourquoi j'avais éclaté en sanglots comme ça. Parce que je suis allée à fond. Parce que je suis allée au bout du truc. Et peut-être d'aller au bout du truc, ça va... c'est peut-être pas souvent en fait que je vais au bout du truc. Comme ça. Ça sort ou pas? Oui. C'est bien, fais-moi un grand sourire. Voilà, c'est bien, c'est bien. Dis-toi que c'est comme ça que ça sort. Je te dis, j'ai frappé. Hein? Je me prends pour le gros gorille et tout ça. C'est bien. Ok? Félicitations, je suis fier de toi. Yes? Allez, bravo. Karim ne se doute pas que son exercice va révéler une autre personnalité du groupe. Qu'est-ce qu'on frappe? Encore. Sandrine, la mère de famille. Ok, maintenant je vais entendre Ha! Plus.
On a une star ici qui veut crier toute seule. Je veux t'entendre. Là, j'ai senti une énorme pression. Mais vraiment une énorme pression. J'avais l'impression que tous les cours collectifs qui se passaient, tout le monde va s'arrêter et ils vont nous regarder. Et ça me glaçait, ça me paralysait sur place. Pourquoi tu veux pas crier? Je déteste crier. Tu détestes crier. Je crie jamais, moi. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Crie. Parce que tu te regardes. Oui, mais il n'y a c'est rien horrible autour. de crier. Allez. Allez. Plus que ça, plus que ça. Encore. C'était mon maximum. On peut encore mieux. Plus que ça encore. Maintenant, c'est ici que ça sort. Allez, fais-moi sortir ça. Encore. Non, n'aie pas peur de moi. L'émotion que j'ai ressentie à l'intérieur était proche de l'émotion que je ressens quand, tu sais, l'espèce de chaleur qui monte là, où tu sens les larmes qui viennent et je me dis, s'il me pousse trop, d'ailleurs Catherine s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, s'il me pousse trop, je vais faire la même chose. Donc j'avais vraiment envie que ça s'arrête là. Fais-moi peur, fais-moi peur. Si, essaye. Un dernier. Voilà, c'est déjà ça, ok? En fait, je pense qu'au fond de moi, je m'interdis beaucoup de choses et je me place trop de barrières. Allez, on a dit qu'on faisait des devoirs. Alors, maman, j'ai revoir le tableau de conjugaison et signer les trucs machin bidule. Sandrine a 40 ans. Elle est mariée et a 3 enfants. Sydney, le fils qu'elle a eu avec son premier conjoint et qui, depuis leur séparation, vit chez son père. Johanna et Romane, les 2 filles qu'elle a eues avec son actuel mari Pascal. Son rôle de mère de famille, Sandrine le prend très au sérieux. Des devoirs en passant par le ménage, elle est dédiée à ses enfants. T'as écrit? D'accord. Parfois, je fais même mon repassage en même temps et puis j'arrête, je viens voir, je retourne, je repasse. Donc, j'aimerais pouvoir lâcher prise et leur dire faites les devoirs pendant que je fais à manger. Non, tu lis ton passé simple. Sandrine a l'ambition d'être une mère parfaite. Et devant ses enfants, elle fait toujours bonne figure. Maman, elle est très heureuse grâce à nous un petit peu quand même. À mon avis, elle est heureuse et on l'aime. Mais les apparences sont souvent trompeuses lorsqu'il s'agit de Sandrine, qui a l'habitude de cacher son vrai visage, ses frustrations. J'étais une fêtarde parce que j'adore ça. Et du jour où j'ai eu mon fils, ça a été fini. Je regrette cette insouciance-là. Oui, c'est vrai. Je passe pas pour trop sale mère en disant ça. Sandrine rêverait de sortir encore en boîte de nuit, d'avoir plus de temps pour elle, mais elle n'en parle jamais. Ses désirs demeurent tapis au fond d'elle-même. Le plus épineux concerne sa relation avec son mari. En apparence encore, Pascal et Sandrine filent le parfait amour. Ils travaillent même ensemble dans le restaurant qu'ils ont créé tous les deux. Et pourtant, Sandrine ne le vit pas si bien que cela. Je suis très frustrée de ma relation de couple parce que j'ai un mari qui est très dur et moi je suis je suis l'inverse. On est tellement opposés. Enlève la petite lumière là parce que si on te la vole, on est à Nantes. C'est une ville dangereuse, n'oublie pas. J'ai l'impression d'être toujours obligée de ramer pour lui arracher un sourire. C'est quelqu'un de très dur. Très dur avec lui-même, très dur avec les autres. Et à part ses filles, je connais personne qui peut faire fondre, le faire ramollir, quoi. Personne, même pas moi. Sandrine ne sait pas être sincère. Elle dit d'elle-même qu'elle ment à son mari, comme elle se ment. Mais aujourd'hui, simuler la rend malheureuse. La séance de sport touche à sa fin. Karim a identifié les résistances de Sandrine et l'émotivité de Catherine. Il a pu surtout faire passer un message crucial, se mettre à l'exercice, libérer son esprit des tensions et faire abstraction du jugement extérieur sont autant de clés pour notre bonheur. Allez, rendez-vous au prochain épisode, ok? Bravo, applaudissez-vous, c'est bien mérité. Ce matin, Stéphane Plaza, le 7e volontaire de l'aventure, a rendez-vous avec Jordi. Bonjour, oh, mais t'es en train de travailler. Ça va? Notre chercheur en psychologie positive a pour objectif de faire réfléchir les volontaires sur les valeurs clés du bonheur. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est très sérieux. C'est de t'imaginer le soir de tes 85 ans. Autour de nous, tout le monde s'est réuni, tous tes proches, tes amis, ta famille. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme impact sur ta famille, sur le monde, sur tes proches?
La psychologie positive, c'est aussi parfois un peu déroutant. Hein. Bon, déjà, le côté positif, c'est que je vais vivre jusqu'à 85 ans. Exactement. Ça fait travailler son bonheur éventuellement. Ça fait travailler son bonheur. Pourquoi? Parce que d'identifier ce que tu veux faire, ce que tu vas avoir accompli, quelles sont tes valeurs profondes, ça va être essentiel pour le bonheur. D'ailleurs, on le sait, dans les recherches, les personnes qui vivent le plus en accord avec leurs valeurs, qui dévient le moins de leur trajectoire, sont aussi les personnes les plus heureuses. C'est clair que les rêves matériels, avoir la grosse maison, le bateau, c'est pas spécialement ça qui rend heureux. Ça, on le sait, ça compte très très peu dans le bonheur. Je veux pas... Non mais j'ai pas de grosse maison et j'ai pas de grande voiture. Une grosse maison, gagner au loto, conduire une voiture de luxe, etc. Ça rend heureux, c'est vrai, mais ça rend heureux 2 mois. En moyenne, on dit que les événements de vie, hors décès, choses un peu plus graves, mais ont un impact sur notre bonheur entre 2 et 3 mois. Et puis on revient à notre niveau de base. Et si tu regardes même des événements assez extrêmes comme gagner au loto et gagner des gros gains, je parle de gains de plusieurs millions d'euros, on se rend compte qu'après seulement 18 mois, les gagnants du loto ont retrouvé le même niveau de bien-être que les personnes qui n'ont pas gagné au loto. C'est plutôt les valeurs profondes, ta curiosité, ta générosité, etc. C'est ces valeurs fondamentales, ça rend heureux. Donc je te laisse bosser. Ah, faut vraiment que je bosse là. Ouais, faut vraiment que tu bosses. Donc tu m'écris dans ton calepin une petite lettre sur ton 85e anniversaire idéal. Le coup de vieux que tu me files. Stéphane se met donc au travail. Il n'a aucun problème à se projeter le jour de son 85e anniversaire. De leur côté, nos 6 autres volontaires vont se confronter au même exercice. Jordi les a convoqués dans une maison de retraite, un lieu en adéquation avec le sujet. Benjamin, le grand pessimiste du groupe, est légèrement décontenancé. Maison de retraite, ça me rappelle mes grands-parents qui sont morts, donc évidemment, c'est pas non plus super joyeux. Malgré les réserves de Benjamin, tous les volontaires prennent place dans la maison de retraite parmi les pensionnaires. L'exercice de projection à l'âge de 85 ans peut débuter. Mais très vite, Flavie, la plus jeune du groupe, panique. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu veux? Qu'est-ce qu'il y a de dur? Bah, savoir ce que les gens pourraient dire de moi, vu que j'y arrive pas, quoi, parce que pour moi, vu que je me trouve pas de qualité, je me dis... j'essaie de me dire quel souvenir, qu'est-ce qu'ils pourraient dire de bien sur moi, je vois pas. Donc, en fait, ce que j'aimerais le plus, c'est de me dire que je peux être quelqu'un qui peut être aimé, quoi. Peu importe pour quelle qualité. Ça, je pense que si j'idéalisais mon anniversaire, ce serait même pas le fait qu'on me fasse des compliments sur moi, mais rien que le fait qu'on me dise qu'on m'aime, déjà, savoir que c'est les personnes qui sont présentes même, je pense que ça serait le plus important. Flavie a 23 ans. Elle est jeune, pétillante, pourtant elle est déprimée. Parce qu'elle se trouve médiocre. Je me trouve petite, je suis complexée par ça. Du coup, voilà, je me sens pas femme, je me sens plus enfant. Dans les moments intimes, j'ai du mal à accepter de dévoiler mon corps à quelqu'un. Pour moi, je suis pas désirable, quoi. Je comprends pas comment quelqu'un pourrait s'intéresser à moi. Pas facile d'être heureuse lorsque l'on s'estime à la hauteur de rien. Sur le plan professionnel, Flavie vient de quitter son travail d'agent de service à l'hôpital. Son rêve ultime serait de devenir infirmière, mais elle n'ose même pas préparer le concours, convaincue d'échouer avant même d'essayer. Sur le plan personnel, quand elle se retrouve seule chez elle, Flavie a beaucoup de mal avec son image. Je mets des talons parce que je suis petite et les jupes courtes, c'est aussi parce que j'aime ça. Et en plus, malgré ce qu'on croit, ça cache les formes. Du coup, moi, ça cache mes fesses et mes cuisses et ça me va très bien. Et lorsqu'elle se confronte à son miroir, c'est l'angoisse. Physiquement, je m'aime pas. Je suis dure avec moi parce que, on m'a pas fait de compliments. Surtout ma mère, en fait. Même aujourd'hui, quand je vais là-bas, il y a toujours une petite réflexion. Tiens, t'as pris du ventre, dis donc, c'est quoi tes cheveux, là, c'est quoi la façon dont tu t'habilles, je sais pas, moi, je me suis toujours sentie un peu à l'écart dans ma famille parce que j'étais la fille sans problème, avec une bonne scolarité, et du coup, contrairement à mes frères qui avaient un peu plus de mal, ils étaient beaucoup, il les entourait beaucoup, mais moi,
Moi, je passais inaperçue, en fait. Pour moi, le regard des autres et le jugement des autres, c'est important, et encore plus celui de mes parents, quoi. Il y a vraiment des gens pour qui j'ai envie d'aider, enfin, que j'ai envie qu'ils soient fiers de moi, c'est mes parents, quoi. Flavie souffre tellement de ce manque de considération qu'il lui est impossible de penser qu'elle pourrait séduire un homme. Lorsqu'elle sort la nuit dans les bars de Nantes avec ses copines, elle est déjà presque résignée. Pourquoi j'ai une paille verte? En fait, c'est un truc, ça veut dire que je suis célibataire. Ah, c'est la paille des amoureuses? Ouais, moi, c'est la paille des gens seuls. Le célibat, je le vis très mal. Très mal parce que je me dis, en fait, ça revient toujours au même truc, c'est que je me dis, il n'y a personne qui pense à moi, en fait. Enfin, j'aimerais que quelqu'un se soucie de comment je vais, et partager des choses avec quelqu'un et me dire que je compte aux yeux de quelqu'un, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Retour dans la brasserie où Stéphane Plaza finit sa lettre du 85e anniversaire. Un exercice clé dans la quête du bonheur car il permet de définir les valeurs essentielles auxquelles nous croyons pour réussir notre vie. Il est temps pour lui de se dévoiler. Papy Plaza, 85 ans, rendez-vous compte. Je fête ce cap avec Mamie Plaza et tous nos petits Plaza et Plazettes. J'aimerais tous qu'ils me disent que j'ai été un bon père, un papa attentif et joyeux, un papa curieux et solide sur lequel ils ont toujours pu compter. Il fait beau ce 9 juin 2056, j'ai tracé un long tapis de pétales de rose pour accéder au petit restaurant dans lequel j'ai invité mes amis proches et mes 8 petits-enfants. J'ai même 2 arrière-petits-enfants, je suis un Plaza comblé, mes amis fidèles sont présents, même si certains ont quitté la route un peu trop tôt. J'aimerais en ce jour précieux que l'on dise que mon passage sur cette terre n'aura pas été totalement vain et inaperçu et que parmi les grains de sable que nous sommes, j'aurais brillé d'un éclat singulier. Joli. Écrire cette lettre, ça t'a fait quoi? Je t'ai senti un peu ému quand tu la lisais. Oui, ça va chercher des choses qui sont peut-être un peu enfouies. Et ça fait ressortir des sentiments ou des personnes qui sont très importantes. Donc, tu penses à qui? Je pense à ma famille, à ma mère entre autres, mais à mon frère aussi. J'ai peut-être eu plus de compliments parce que je suis un peu plus dans la lumière que lui, mais pourtant, je pense que lui a plus de mérite que moi. Le but de l'exercice, pour moi, c'était de t'amener à réfléchir sur tes valeurs, ce qui est important pour toi. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce que j'entends, c'est le premier, c'est la famille. Mais de plus en plus, parce que plus j'avance, plus je me dis que j'ai 42 ans et que peut-être je vais passer à côté de quelque chose si j'ai pas des enfants et des petits-enfants et que ça sert à rien de travailler comme un con pour rien donner après. Sans faire la lettre, je pense que je l'aurais pas vu parce que je suis dans un tunnel et que tout va bien et que c'est vrai que moi je suis heureux. Mais les autres sont peut-être aussi importants. C'est beau. C'est super. Pour Stéphane, plutôt secret sur sa vie privée, cette lettre a fait émerger une forte dose d'émotion. Selon Jordi, l'exercice est clé. Il permet à chacun de prendre conscience des valeurs essentielles à son bonheur. Qu'en est-il pour les 6 autres volontaires qui plongent dans la maison de retraite? Ouais, ça va aller. Notre chercheur d'Harvard a réussi à trouver les mots pour rassurer Flavie, la jeune femme en quête d'amour et de reconnaissance. De son côté, Benjamin, le pessimiste, ne semble ni très à son aise, ni très inspiré par l'exercice. Notre psychologue doit une nouvelle fois intervenir. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, j'ai rien écrit. T'as rien écrit? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, je me projette pas quand j'aurai 85 ans. Je vois pas ce que je peux écrire. Je veux dire, j'ai tellement d'autres choses à construire avant que... Bah, imagine que t'as tout construit, tu peux même écrire ce que t'as construit. La psychologie positive, c'est dur. Et parce que voilà, se projeter dans 40 ans, ça me paraissait complètement irréel, quoi.
Tes enfants, tu t'imagines peut-être avec des enfants? Je sais pas, je m'imagine pas pour l'instant. Je peux pas, non, franchement. Ça dépasse ma faculté, je crois. Dans 50 ans, est-ce que j'ai envie d'être dans une maison de retraite? Est-ce que j'ai envie qu'on fête mon anniversaire? Est-ce que je serai toujours là? En fait, ça me fait poser plein de questions par rapport à mon avenir. Les gens pour qui c'est pas important. Donc là, ouais, c'est un peu le trou noir, quoi. Contrairement à Benjamin et Flavie, certains volontaires ont le sourire. Catherine se sent ici comme un poisson dans l'eau. L'environnement me plaît. Je me sens bien ici. Et monsieur est venu s'installer spontanément à côté de moi et c'est super. Sandrine, la mère de famille du groupe, s'est isolée. Elle pense à son fils Sydney qu'elle a eu d'une première union et qu'elle souhaiterait plus que tout présent lors de ses 85 ans. Elle imagine donc le discours qu'il pourrait prononcer ce jour-là. Regarder la vérité en face, c'est très 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 dur. Ce que je vis par rapport à mon fils, tout ce temps que j'ai pas vécu avec lui, et il est parti, il avait 7 ans quand même chez son père, il en a 14. Et entre 7 et 14, on n'a pas passé tant de temps que ça ensemble. C'est quelque chose que je regrette et que je vais regretter longtemps, je pense. En tant que maman, Sandrine est rongée par le remords. Elle qui d'ordinaire dissimule, s'effondre. Mais en fait, on peut l'écrire, mais on va pas le lire. Oh, voilà. Je pense que mon fils est comme moi, il fait semblant d'être heureux. Mes filles, elles ont une vie de rêve, elles vivent avec leur papa et leur maman, donc tout va bien. Mais parler de mon fils, ça c'est dur. Sandrine, qui d'ordinaire a du mal à dévoiler ses émotions, est bouleversée. À quelques mètres d'elle, Pierre, lui, laisse aller son imagination. L'exercice le stimule et les mots s'enchaînent. J'aimerais que ça soit un moment gai et plein de bonne humeur, qu'on puisse se remémorer tous les grands moments de ma vie et le faire principalement avec les acteurs et les témoins de ma vie. Je veux qu'on mange bien, qu'on rigole. J'aimerais que la femme de ma vie soit à mes côtés pour partager ce moment d'émotion avec moi. Sandro, lui aussi, est très appliqué à envisager ses 85 ans. Mais une rencontre va perturber sa concentration. Si vous voulez pas être malheureux, monsieur, il faut chanter, faut siffler. D'accord. Faut sourire, faut parler, faut essayer de vous distraire. En apprenant qu'il est malheureux, cette pensionnaire de la maison de retraite est fermement décidée à aider Sandro à voir la vie en rose. Vous attachez à vos petites filles, vous attachez à votre femme si vous en avez une. Oui, bah aussi, oui. À vos parents, à votre famille. Là, pour l'instant, les personnes à qui je pense, c'est ma femme, mes filles, mes 2 filles. Sandro vit en location dans cette maison en toute proche périphérie de Nantes. À 39 ans, il est marié à Sandrine, une dynamique commerciale dont il est très amoureux. Ils ont 2 filles, Eva et Paloma, âgées de 6 et 7 ans. Malgré ce tableau en apparence idyllique, Sandro broie du noir. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, 1 an et demi, je suis au chômage. Donc il est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à rebondir. J'ai pu cette joie de vivre que j'ai pu avoir dans le passé et qui me caractérisait quand même beaucoup, quoi. Allez, on y va. Sandro, l'ancien cadre commercial dynamique, est devenu taciturne. Son quotidien est ennuyeux et son emploi du temps résolument vide. Une fois que je me suis occupé des filles le matin, à partir de 9h moins le quart, 9h, et jusqu'à 16h30, j'ai vraiment l'impression de me laisser aller. Je fais pas grand-chose. Pour la société, en général, j'ai pas l'impression d'être très important.
Après des entretiens d'embauche qui se sont tous soldés par des échecs, l'ancien cadre commercial a perdu toute confiance en lui. Bientôt en fin de droit, il a du mal à se motiver pour chercher du travail. Le soir, c'est souvent avec appréhension qu'il attend le retour de Sandrine, sa femme. Coucou. Coucou. Ça a été? Ouais, toi? Ça va. Bien bossé. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'étais un petit peu dans le jardin, j'étais un petit peu sur l'ordinateur et voilà quoi. T'as pas regardé le boulot? Non. Non. Regarde au moins ce qu'il y a. Ouais. Tiens-toi au courant du marché, Ouais, il va falloir. Des fois, ça me saoule. Des fois, ça me fatigue. Des fois, ça m'énerve quand je suis fatiguée ou quoi que ce soit et que je me sens un peu seule. Hein, donc, des fois, je me sens impuissante et incomprise parce que je me dis mais pourquoi il réagit pas quoi. Enfin, voilà, j'ai envie de lui dire mais bouge-toi quoi. J'ai besoin moi aussi que tu te bouges. Ouais. Si je reste toujours négatif, un jour ou l'autre, elle étant super positive, je pense qu'un jour, effectivement, je risquerai de la perdre. Et ça, voilà, c'est même pas concevable pour moi. Retour à la maison de retraite où Sandro continue sa discussion avec cette chaleureuse pensionnaire qui ne croit pas si bien dire. Il n'y a plus malheureux que soi. Par exemple, il y en a qui perdent leur travail, leur femme le quitte, ou c'est vice-versa. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Merci. L'exercice touche maintenant à sa fin. Pour nos 6 volontaires, les sentiments sont contrastés. Mais Jordi a fait mouche car tous ont pris conscience de l'importance de se projeter vers demain pour envisager aujourd'hui de façon plus heureuse. Je vous remercie en tout cas de vous être prêté à l'exercice, il était vraiment pas facile. Aujourd'hui, les volontaires retrouvent Laurence pour une séance de méditation. Ils vont ainsi continuer leur exploration de la pleine conscience ou l'art de profiter pleinement de chaque instant de la vie. Observer ce qui est là, tel que c'est. Qui pourrait croire que s'asseoir en tailleur, comme ça, face à la mer, favorise le bonheur? Juste avant l'arrivée, j'ai eu une petite mauvaise nouvelle qui m'a mis en colère. Et on a fait une séance de méditation d'1 quart d'heure. Donc ça n'a pas été long, hein. Mais ça a eu ce don de m'apaiser. Puisqu'en fait, les pensées, en l'occurrence, c'était une pensée assez négative, eh bien, elle a coulé. Elle est passée. Elle était là, hein, bien sûr, mais elle est passée. Et du coup, je suis ressorti de ce petit quart d'heure de méditation tout serein. Dans la méditation de pleine conscience, on travaille sur la respiration, les sensations physiques, les sons, les pensées, les émotions. Je pensais pas que j'allais être capable de le faire parce que la concentration, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. La science a démontré les bienfaits de la méditation comme la réduction de l'anxiété ou le renforcement du système immunitaire. Nous nous sommes tous dit d'ailleurs un jour, alors que nous étions coincés dans les embouteillages, à la caisse d'un supermarché ou devant un ordinateur récalcitrant, que nous en aurions bien besoin. Ce qui est important en fait dans la posture, juste, c'est d'avoir le dos droit. C'est la chose la plus importante. Mais nous accordons-nous le temps de cette pause? Essayer de décrypter dans sa tête sa respiration, les différentes parties de son corps, j'en voyais pas l'intérêt. Et maintenant que je le fais, je me rends compte que c'est vrai, ça détend vraiment. Laurence attend maintenant des volontaires qu'ils refassent chaque jour de la méditation. D'abord 10 minutes, puis 15, puis 20 et ainsi de suite jusqu'à 45 minutes. Une durée idéale pour évacuer le stress, se recentrer sur soi et donc se sentir plus heureux. Le protocole arrive au terme de sa 2e semaine. Après avoir affronté le regard des autres, travaillé leur générosité, commencé la méditation et le travail de pleine conscience, les volontaires vont devoir repousser leurs limites mentales. Je vais te faire marcher, juste marcher. Qu'est-ce que tu en penses? Sans problème. Les doigts dans le nez? Bah, finger in the nose en anglais même. Hein. On va pas les mettre directement là, mais on est d'accord. D'accord. Ok, ça marche. En gare, nous voilà. Voyons, c'est grand là, mais qu'est-ce qu'on va faire là? En avançant à l'intérieur du bâtiment désaffecté, Stéphane n'est plus tout à fait si serein et son optimisme part en fumée. Et pourquoi il y a ça là? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait marcher. Oui. Je vais te faire marcher sur des braises.
Karim n'a rien laissé au hasard pour cette expérience qu'il ne faut pas reproduire dans n'importe quelle condition. Dans ses braseros métalliques, il fait brûler des bûchettes de sapin qu'il étale sur de la terre pour faire un tapis brûlant que Stéphane va devoir traverser pieds nus. Viens par là. Non mais attends, t'es complètement loufoque. Tu t'es engagé, tu m'as dit que tu étais prêt à marcher. Tu t'es dit quoi? C'est inimaginable? Non, mais je suis très bien, moi. Oui. Bah, j'ai dit que je veux bien tester des choses, mais j'ai pas envie de me brûler les pieds. Pourquoi? Si tu le fais en étant calme, mentalement présent, ça ne te brûlera pas. Alors, ça, c'est la garantie que moi, je te donne. Ça te montrera que grâce à ton mental, tu peux tout faire. Toutes les limites qu'on se met ne sont que des limites mentales. Et c'est nous qui décidons si elles doivent exister ou pas. À partir du moment où tu n'as plus de limites qui t'empêchent de faire, tout est possible. Et tu es beaucoup plus heureux. Hein? Tu vas être droit, regarder devant toi et tu vas marcher. Oh, t'as décidé que j'allais marcher sur des braises? Stéphane, lève-toi et marche! Tu ne t'arrêtes pas. Tu vas juste marcher d'un pas décidé. Je vais courir, hein, je te le dis. Non, si tu cours, tu te brûles. Écoute-moi bien. Si tu cours, tu brûles? Oui. Regarde devant toi. Devant toi, Stéphane. Pauvre mère. Ta mère serait fière de toi, justement. Ouais, non, bah oui, attends. Je vais la voir pendant 10 ans avec des pieds brûlés. Non. Allez, avance. C'est maintenant au tour des 6 autres volontaires de se présenter devant la porte du hangar. Après 2 semaines de protocole, ils vont pouvoir tester leur confiance en eux et les résistances mentales qui les freinent encore dans leur quête du bonheur. Haha. Ça sent quoi? Ça sent le pétard, non? Là, vous voyez ce qu'il y a derrière moi? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On a retrouvé Karim dans une posture de conquérant. Donc une fois de plus, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. D'autant plus que je le soupçonne d'avoir un côté un peu sadique, donc il aime bien jouer avec ça. Never ever. Même pas en rêve. Karim, notre coach maître en arts martiaux, sait qu'il doit ouvrir la voie pour convaincre nos volontaires pétrifiés. Pour l'instant, je veux juste que vous regardiez. Nicolas, ça fixe. Moi, je passe. Ça me fait mal. Les volontaires sont bouche bée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Karim marche normalement sur des braises. Et notre coach sait que tous peuvent le faire. C'est dans vos têtes. Ça, c'est pour matérialiser tous les obstacles qui nous empêchent de faire. On est là pour se bouger. C'est possible. Tout ce que je vous demande, c'est d'y croire. Croyez en vous. Aucun des volontaires n'a l'air prêt à faire le grand saut. Aucun, sauf un. Stéphane Plaza, de son côté, n'est plus qu'à quelques centimètres des braises. Il a encore le choix de renoncer. Marche, marche, marche Stéphane, marche, marche. Oui, 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 oui. Alors, viens ici. T'es taré, hein? T'es taré, hein? Tu as marché ou pas? Oui, j'ai marché. Et alors? Ah, j'ai mes pieds. J'ai rien senti. C'est terminé, hein, tes conneries. Hein. Ah, c'est terminé, tu vas pas me faire marcher tout le temps comme ça. Karim, il veut que tu rentres direct. Alors, j'aurais pas fait 3 km comme ça, je pense, mais en fait, on sent rien. On sent rien, c'est assez impressionnant. On se barre, et on n'oublie pas ce moment. Si tu crois que je vais oublier que j'ai marché sur des braises, je peux te dire, je suis pas prêt d'oublier. Hein. Si Stéphane a franchi le cap, nos 6 autres volontaires sont au pied du mur. Quelqu'un veut essayer? On y va, Pierre. La difficulté, c'était de faire le premier pas. Donc, comme la difficulté, c'est de faire le premier pas, pourquoi retarder le premier pas? Enfin, voilà. C'est un peu ma philosophie de vie. Je veux dire que... Autant avancer, quoi. Avance. Je te répète, c'est dans la tête. Et vas-y. Quand tu veux. Quand tu veux. C'est à toi. Une fois que tu as fait le premier pas et que tu sens que finalement, tu ne ressens pas de brûlure, bah, tu continues à avancer. On applaudit, hein? Une fois que tu l'as fait, tu trouves ça plutôt cool.
satisfaisant. Tu te dis, tiens, c'est cool, je vais pouvoir frimer à côté des copains. Enfin voilà, donc c'est un mythe qui est tombé, quoi. Voilà. Benjamin, pourtant le grand timide du groupe, se lance à son tour. Maintenant, tu te dis, ce sont des peurs simplement qu'on nous a mises dans la tête. Tu décides que tu veux le faire, tu le fais. Okay. Est-ce que tu veux le faire? Ouais, non. Est-ce que tu veux le faire? Oui, je veux. Donc il faut que tu te le répètes mieux que ça. Alors, c'est rien. Marche. Yes. Sandrine puis Sandro hésitent devant le tapis de braise et finalement se lancent. Catherine, souvent incrédule, enchaîne. Marche. Marche. Oui. C'était de l'ordre du surnaturel, en fait. Je suis passée sur des braises, j'ai même pas senti le chaud. Ça veut dire quoi? C'est pas normal que j'ai rien senti. Il y a un truc. Donc j'y crois pas. Et même 2 jours après, elle y croyait pas, quoi. Ça nous disait toujours, mais vous êtes sûr, hein, elles étaient enflammées, les braises. Elles étaient chaudes. Hein. Bah... Catherine, voilà, si on te dit oui, on peut pas te dire autrement, quoi. Je veux dire, ils ont pris les chalumeaux, ils te l'ont montré devant toi, ils ont mis de l'essence et voilà, ils ont enflammé les trucs, quoi. Flavie est la dernière à se présenter. Elles qui se sont incapables de tout se demandent comment elle pourrait bien imiter ses camarades. Tu es belle, grandis, marche, regarde loin devant toi. On m'avait jamais parlé comme ça, et là j'ai pris un peu sa force en moi et je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, il faut essayer. Décide. Marche. Oui. J'étais hyper fière de moi. Première fois où je suis fière de moi. Rien n'est impossible. Tout simplement puisque on a quand même marché sur des braises. Franchement, je suis contente de l'avoir fait. Je suis pas quelqu'un qui se force et j'ai cédé à Karim. Tiens, faut que j'analyse ça. Non, je suis contente de l'avoir fait. Pour la suite, je suis dans un état d'esprit où je suis très impatiente parce qu'en fait, au fur et à mesure des expériences qu'on fait, on arrive à faire le lien un peu avec les soucis qu'on a dans notre vie et finalement, il faut juste que je prenne confiance en moi et que je me dise que je peux arriver à faire des choix qui vont être bons pour moi et voilà, c'est pas si compliqué que ça finalement. Sandro, Flavie, Sandrine, Benjamin, Catherine, Pierre ont franchi un premier palier. Depuis 15 jours, ils ont bousculé leurs habitudes, chamboulé leur vie. Mais là, c'est sûr, ils viennent de comprendre qu'ils peuvent encore repousser leurs limites. Après 2 semaines de protocole, Laurence, Jordi et Karim vont révéler aux volontaires leur niveau de bonheur. Et les participants ont à nouveau rempli le test scientifique que Jordi a mis au point. Impatients et anxieux, ils vont découvrir leur nouveau score évalué sur une échelle de 0 à 100. C'est un premier indicateur pour voir comment vous avez évolué. Pas de panique, on a Wiesmann, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. La moyenne des Français est de 65. Un score de 80 et plus est la marque d'un très grand bonheur. En dessous de 30, la science considère que les personnes sont particulièrement malheureuses. C'est Sandro qui commence. « 61. C'est une belle évolution. J'étais à 44 au départ. C'est bien. Je suis content. T'as l'impression que ça reflète des changements? Je sens qu'en ayant travaillé avec vous trois, j'ai repris de l'enthousiasme à faire les choses de tous les jours. Mon entourage s'en est rendu compte parce que j'étais plus zen, plus whiz à la maison, plus heureux, plus happy, voilà. Il s'est remotivé et surtout, je commence à retrouver l'étincelle dans ses yeux qui me dit qu'il y a eu un déclic de fait et qu'on est vraiment sur la bonne voie. Catherine, est-ce que tu veux bien partager avec nous? Et voilà. 33 et j'avais 46. Déception. Parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer normalement. Et donc immédiatement après cette pensée-là, se dire je suis mauvais élève. Faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Attendez la fin des 8 semaines et là vous pourrez faire le point, vous pourrez regarder de par-dessus votre épaule pour voir où est-ce que vous en êtes. T'inquiète pas, on est avec toi. On est avec toi, on te lâche pas, on ne te lâche pas. D'accord? Et c'est normal que ça puisse être stressant et inconfortable à certains moments. Benjamin? 27.
Écoute, j'étais à 22, il me semble. Pas trop d'évolution, je sais pas trop, j'ai pas vu trop changer. J'ai encore un peu de mal avec la psychologie positive. Je suis vraiment très pessimiste de nature. Et à pouvoir imaginer qu'on va être heureux, qu'une petite chose va améliorer notre existence, que faire plaisir à quelqu'un, nous, on va être beaucoup mieux dans notre peau. J'ai encore un peu de mal. Après, petit pas par petit pas, on peut peut-être y arriver, quoi. Je regarde au bout de 8 semaines, on verra si ça a vraiment changé ou pas. Ça peut être exponentiel aussi. Hein. Mais écoute, si je suis à 80 dans 8 semaines, il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire. Tant mieux, quoi. Flavie ? 61. J'étais à 32 au départ. Donc, belle évolution. Doublé. Ouais. Ouais, mais ça me donne pas parce que je le ressens depuis les 15 jours qui sont passés, les expériences qu'on a pu faire ensemble. Il y a des choses que j'ai comprises, il y a encore du chemin à faire, mais je sens que je suis lancée. En fait, j'étais quelqu'un à l'origine qui avait pas mal d'ambition. Et au fur et à mesure du temps, j'avais perdu ça. Et là, avec tous les exercices qu'on a pu faire, tous ces rêves que j'avais en tête, peut-être que finalement, moi qui les avais un peu mis de côté, j'ai envie de les ressortir en fait. Ça se voit sur ton visage en fait. Et on me l'a fait remarquer. Plusieurs personnes de mon entourage m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez moi. Bravo. Pierre, tu peux bien partager avec nous ? 55. De mémoire, j'étais à 53. C'est ça. Donc c'est une énorme progression. Je n'ai pas forcément ressenti, comme Flavie, un changement dans mon quotidien ou dans mon comportement ou ma perception des choses, quoi. J'attends un peu un électrochoc, quoi. Il y a des blocages et ces blocages-là, ils vont partir d'un coup parce qu'il y aura eu un déclic, quoi. Et pour l'instant, je ne l'ai pas eu. C'est au tour de Sandrine, la dernière volontaire, d'annoncer son score. 71, j'étais à 59, je crois. Le fait d'être tous ensemble, moi j'adore ça. C'est quelque chose que j'ai pas vécu depuis plusieurs années. Je suis toujours axée sur mon mari et mes enfants. Et là, j'ai l'impression un peu de vivre quelque chose trip d'ado, quoi. Voilà, moi j'aime ça. J'ai vraiment évolué, vraiment. D'ailleurs, au grand désespoir de mon mari qui arrête pas de me dire qu'il sent que je change et qu'il n'est pas forcément pour. Mais j'ai réussi à dégager du temps pour moi, pour faire les exercices et arriver à retirer le côté ridicule. Là, je pourrais partir pendant des heures et puis on pourrait facilement se retrouver jusqu'à 9h du soir sans penser à tout ce qui m'attend, au poulet qui n'est pas encore au four, au linge qu'il faudra repasser. Ça va, ça le fait. Résultat de cette première révélation, Catherine a baissé, Pierre et Benjamin ont très légèrement augmenté leur niveau de bonheur, Flavie, Sandro et Sandrine semblent quant à eux totalement lancés. Mais avant de poursuivre le protocole, les coachs ont un dernier mot à dire aux volontaires. On vous a dit que ça dure 8 semaines, mais c'est 8 semaines de vrai effort pour que le changement s'inscrive en vous et devienne une habitude. Il y a déjà des déclics. Pour d'autres, ça prendra plus de temps. On va pouvoir mettre des choses en place qui vont booster un peu notre énergie positive. Ça, c'est la suite du programme. 6 semaines. Il reste 6 semaines à nos volontaires pour continuer à expérimenter la science du bonheur et nous montrer que nous avons tous quelque chose à en retenir. Pour nos 6 pionniers, le challenge ne fait que commencer. Mais n'oublions pas notre 7e participant. J'ai l'impression d'être à l'école. Au conseil de classe. Ouais. Il y a un peu de ça. Vous me faites flipper, hein. Tu vas voir, ça dépend de ton bulletin. Oui, bah c'est ça. Ah. Je suis en progression. De 1 point. 1 point de plus. C'est toujours ça, je progresse. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ça reflète que tu es parmi les Français les plus heureux. C'est vrai que je me suis mis un peu au sport et que maintenant je ne prends plus l'ascenseur. Voilà une sage résolution qui prouve que les marches qui mènent au bonheur ne sont pas si difficiles à gravir.